Bienvenue, madame, mademoiselle ou monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, nous sommes à la fête amérindienne, comme à tous les ans, entre le solstice d'été et la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin. Nous étions le samedi 19 juin 2021. Pour le Vidéorandia numéro 25. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotérisme du Nouveau Monde. Notre invité, M. François Chartrand, patriote chroniqueur. Oui, patriote, on va bien comprendre le sens de ce terme. Pour nous parler de fin de cycle, il y a, pour les abonnés du club créé du mois de juin, un supplément encore d'une heure avec François Chartrand, patriote. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le Forum Hollandia, et j'insiste sur la musique de Daniel Morancy qu'on aura l'occasion d'entendre au cours de cette émission très spéciale. Notre recherchiste Louis Ferland à la régie, Spirale, et le concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission. Ben oui, c'est l'effervescence de nos Amérindiens qui résurgissent tous les ans à l'époque de le solstice d'été. Oui, puis 2-3 jours après, ben, ça va être la Saint-Jean, la fête de Saint-Jean. La fête de Saint-Jean, hein, les feux de Saint-Jean, c'est très ancien, ça remonte aux Celtes. Alors on a des descendants celtes ici au Québec, et puis les Amérindiens qui, eux, ben, fêtaient plutôt le solstice, la journée la plus longue, le 21, et après ça, les journées vont commencer à rapetisser. Un peu l'inverse de ce qui se passe à Noël, hein, solstice d'hiver, la journée la plus courte, qui va finir par commencer à rallonger à partir du 25 décembre, le 21 décembre, la journée la plus courte. Et on fête, nous, pour les Européens, car j'ai un invité aujourd'hui qui est d'Europe. Eh bien, pour nous, on fête le Québec. Alors, on pourrait l'écrire Q-U-B-E-C, mais ici, mon cœur appartient au Québec, K-E-B-E-K. Oui, c'est tout un cas. Mais quand vous le voyez comme ça peut se lire dans les deux sens. K-E-B-E-K dans un sens, comme dans K-E-B-E-K dans l'autre sens, comme le mot Laval. L-A-V-A-L, L-A-V-A-L, d'un côté comme de l'autre. Et ça donne un pouvoir de rotation. Ben, quand je vous dis que j'ai un Européen avec moi, en réalité, j'ai un petit peu menti, parce que c'est un vrai Québécois pur laine, mais il est en Europe. Alors, vous allez le reconnaître immédiatement, si vous n'avez pas vu la publicité qu'on faisait avant l'émission. Il s'agit de notre bon ami François. Bonjour François. François Chartrand. Bonjour Richard, comment vas-tu? Ah ben moi je vais très bien, puis moi de te demander comment tu vas. Écoute, rendu dans les vieux pays. Oui, oui, je suis ici depuis plusieurs mois, mais ça va très bien. À J'aime quel beaucoup. endroit? À quel endroit es-tu? On se promène un peu partout, on est en transit, là, on visite beaucoup, on s'est promené un peu partout en Belgique. Là, aujourd'hui, présentement, je suis à Namur. OK, mais t'es en Belgique. OK, t'es pas en France, là. Non, non, OK. je suis en Belgique. Alors, Qui est un petit grand pays. un petit grand, oui, quand même important, parce qu'il est au cœur même de la communauté économique européenne. Je pense que c'est à Ouais, Bruxelles qu'il y a la bête, hein? ouais, Le fameux bâtiment rond, là, qui représente la communauté économique européenne. On l'appelle la bête 666. Parce que je pense que c'est son adresse, l'adresse. c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais, Tu te ouais, c'est un souviens-tu un pays. petit peu, là, pour Québécois, là, tu sais qu'on est dans la semaine de Saint-Jean-Baptiste, ça te dit, ça vibre encore en toi dans les cellules québécoises? Bien sûr. Plus que J'espère. jamais, je dirais. Ah oui, Oui, oui. La Saint-Jean-Baptiste, c'est un thème, ça m'intriguait énormément parce que j'avais lu que les chevaliers templiers, hein, quand on parle de la Belgique, hein, on sait que c'est la descendance des Francs, c'est les gardiens de la tradition des Francs, de la généalogie, tout ça. Mais à ce moment-ci, j'étais pas certain qu'est-ce que ça veut vraiment dire, ça, la Saint-Jean-Baptiste, hein, parce qu'on disait que les Templiers étaient adorateurs de Saint-Jean-Baptiste et je trouvais ça étrange. Et ça vient faire quoi, ça? C'est pas un personnage très important dans la Bible. On n'a pas grand-chose sur lui. On sait pas grand-chose sur lui. Il y a pas. C'était une grosse énigme pour moi. Puis là, finalement, à force de me poser cette question,
Tu te souviens peut-être qu'ensemble, on avait fait une conférence à l'Université Laval à Québec. On en a fait plusieurs. Tu as fait plusieurs conférences, et Oui, c'est souvent ça. autour de la Saint-Jean-Baptiste d'ailleurs, hein. La plus Oui, importante, je pense, c'est celle dont tu veux faire référence, où tu avais présenté un peu, je te le dirais comme ça, le travail de ton père. Parce que tu oui, il y a, t'appelles il y a, il y François a celle-là Chartrand, qui ton était la père c'était première. Régis Chartrand, pour remettre les gens qui sont des nouveaux auditeurs. Régis Oui, Chartrand, ça a été le fondateur d'un mouvement, du moins le titre exact, les Chevaliers de l'Indépendance. et de l'indépendance de l'être humain, de l'indépendance du Québec. Du Québec, oui, Oh, évidemment. Puis c'était mes parents, en fait, étaient les fondateurs des Chevaliers de l'Indépendance et ce sont eux qui ont organisé les premiers grands rassemblements populaires pour l'indépendance du Québec. Alors, c'était une idée qui était quand même assez répandue dans les cercles intellectuels et dans différents milieux. Mais tant qu'on n'a pas l'appui populaire, ça va nulle part, hein. Donc, ça a été le début de cette ferveur populaire. Ça a été, en grande partie, ça a été l'œuvre de mes parents, qui aussi, en grande partie, a été oubliée. Mais la ben, c'est pour conférence ça que que je suis content de te recevoir à l'époque de la Saint-Jean-Baptiste, surtout que ça fait plusieurs années qu'on ne s'était pas vu, là. Je pense que ça remonte à 2019. oui, il me semble, la dernière émission qu'on a fait ensemble, c'est en 2019, oui. Ouais. Oui. Alors moi, je suis heureux d'être de retour avec toi, Richard. J'apprécie beaucoup ta collaboration. On a fait quand même pas mal de choses ensemble, mais c'est pas de cette conférence-là je parlais, c'était une autre où j'avais présenté à ce moment-là une de mes découvertes qui me fascinait à l'époque parce que je trouvais ça incroyable que ces choses-là soient pas connues. Et puis moi, je suis tombé là-dessus par toutes sortes On dirait qu'il y a des forces qui travaillent pour me faire voir des choses que j'aurais jamais compris par moi-même. Et OK. c'est pour ça que je vais te donner un exemple là, par rapport à la Saint-Jean-Baptiste. C'est qu'à cette époque-là, dans cette conférence, j'avais expliqué ma découverte de le cycle d'appréciation des équinoxes. C'est bien connu, mais j'ai vu dans la Bible deux nombres deux chiffres qui sont très bien connus, le 144 000 des élus et le 666 de la bête. Et en divisant 144 000 par 666, ça nous donne 216,216 périodiques. 216 qui se trouve à être 6 au cube. Tu veux dire que c'est 216 points, 216, 216, 216, C'est 216. ça. C'est ça, c'est Oui, incroyable, ça. c'est incroyable. Et 216, c'est 6 au cube. 6 fois 6 fois 6. Oh, là. Et Hey, puis, t'as si tu trouvé ça. fais, Wow, c'est bon, ça. ouais, et si tu fais l'inverse, 144 000 divisé par 216, ça donne 666,6 périodiques C'est à infini. l'infini. Et donc là, moi, j'étais interloqué. Je me dis, qu'est-ce qui se passe avec ça? Comment ça se fait que ces chiffres-là, ça donne comme ça? Et c'est là que j'ai découvert un lien justement avec le drapeau du Québec. C'est que si tu prends le cycle de la précession des équinoxes, pour faire un lien entre l'année terrestre et l'année galactique, le cycle d'appréciation des équinoxes est de 25 920 années. C'est-à-dire que l'axe de rotation de la Terre, comme une toupie qui tourne très rapidement sur elle-même, mais en même temps qui va décrire des cercles très lentement, la Terre a une oscillation de son axe qui dure 25 920 années et chaque cycle, chaque degré du 360 degrés autour de l'équateur, chaque degré, ça prend 72 ans de déplacement. Par degré. Et oui, par À tous les degré. 72 ans, tu changes d'un degré. C'est beaucoup, là, parce qu'il y a 360 degrés. Oui, parce que pour faire le tour, hein, Ah oui. 25 920 divisé par 300, par 72, ça nous donne le 360. OK. Alors, j'étais fasciné par ça. Et là, soudainement, je me rends compte aussi que cette période de temps, c'est 6 à la puissance 4. 6 fois 6 fois 6 fois 6. Et donc, à ce moment-là, je me demande s'il n'y a pas un lien avec le tour de la Terre, le 360 degrés autour de l'équateur, qui évidemment est de 360. Si on enlève le zéro, c'est 6 fois 6 et le 60 minutes,
par degré et le 60 secondes par minute, ça nous donne encore les 4-6. Comme les 4 plats de liste du Québec. Oui, et c'est le cadran. Okay. Et maintenant, et je découvre en même temps que la vitesse de la lumière dans le vide de l'espace est exactement de 144 000 kilomètres pour une seconde d'arc. Une seconde d'arc, mais c'est les fameuses secondes, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans un degré. Donc, pour une seconde d'arc, 144 000 kilomètres carrés, précisément la vitesse de la lumière. Et là, je commence à me demander, mais y a-t-il pas un lien entre la vitesse de la lumière, les dimensions de la Terre et sa vitesse de rotation? Alors, et si on regarde, et c'est là que m'est venue cette révélation que le 25 920 années divisé par 144 nous donne le 180 degrés, donc la moitié du 360. Et lorsque tu prends un cercle et que tu le tords pour donner la forme du 8 ou le symbole de l'infini comme on voit derrière toi. Ah oui. Bon, ben c'est l'endroit où, au centre du 8, l'endroit où les deux segments se croisent, ce sont dans le cycle les deux endroits à l'opposé l'un de l'autre. Alors là, j'étais intensément intrigué par cette réalité qu'il semblerait qu'il y ait un lien très précis entre les dimensions de la Terre, la vitesse de la lumière, entre la matière et la lumière, entre le ciel et la Terre, entre l'homme et Dieu. Je ne sais pas jusqu'à où ça va, mais on voit que l'année cosmique, l'année galactique, c'est-à-dire, et l'année terrestre, il y a un lien. Et que cette dynamique, c'est le mouvement de la planète dans la galaxie et semble être régi par des lois qu'on ne connaît pas, mais qu'il me semblait que ces deux chiffres dans la Bible et puis la vitesse de la lumière et tout ça, cette mathématique sexagésimale, c'est-à-dire basée sur le chiffre 6, ça me semblait avoir une importance, mais j'avais pas la réponse. Et après cette conférence à Québec, je suis parti, ma mère m'appelle et elle me dit, demain, c'est les funérailles de Pierre Falardeau, le cinéaste québécois. Et Jules, son fils, voudrait vraiment que tu sois là. Ben, j'ai dit, maman, je vais terminer la conférence très tard et puis le temps de me rendre, je vais arriver très tard à Montréal. Et puis, elle dit, écoute, Jules voudrais vraiment que tu sois là. J'ai dit, OK, je vais me tâcher d'être là. Donc, je rentre à Montréal. Et je sais pas si tu te souviens, à l'époque, je portais cette chemise rouge pour faire mes conférences et j'arrive à Montréal complètement crevé parce que j'arrivais de la Gaspésie en passant par Québec pour faire la conférence avec toi et ensuite me rendre à Montréal. Je tombe endormi en arrivant et je me réveille trop tard. Je suis en retard. Alors, je me lève, j'enfile la même chemise rouge que la veille parce que j'ai plus le temps et je cours vers ma voiture, je fonce vers l'église Saint-Jean-Baptiste. À l'époque, j'habitais au 66 Saint-Jean-Baptiste. Alors, j'arrive à l'église, il y a des centaines de personnes dans la rue, je me dis, je pourrais jamais trouver un espace pour me stationner. Il y en a une directement en face de l'église, le stationnement le plus près de l'entrée, qui est libre, parmi la foule. Je me stationne, je monte les marches, j'arrive exactement en même temps que ma mère. Elle me prend la main, elle dit, viens, on va s'asseoir dans la section des personnes importantes, là, tout en avant. Et j'étais avec l'élite de la caste indépendantiste souverainiste québécoise. Là. Il y avait Gilles Duceppe, il y avait Parizeau, il y avait Landry, ils étaient tous là, Marois. Et je me souviens que tu m'as dit le lendemain que tu m'avais vu en direct à la télévision parce que les funérailles de Pierre Falardeau étaient diffusées en direct. Oui, c'est un grand homme ici au Québec. Ouais.
C'est un grand homme ici au Québec, oui. Oui, un grand patriote québécois. Ouais. Et puis, c'était une funéraille importante. Et ensuite de ça, quelques temps après, mon père reçoit un appel de la Société Saint-Jean-Baptiste. Il dit, il faudrait que tu passes nous voir, Reggie, on a quelque chose pour toi. Alors, je m'en vais avec Reggie à la Société Saint-Jean-Baptiste et par coïncidence, il y a un conférencier, Gilles Réaume, qui est décédé depuis, qui fait une conférence sur l'origine de la Société Saint-Jean-Baptiste. Ben, j'en profite pour la regarder. Ah oui. Mais ce que la Société Saint-Jean-Baptiste voulait annoncer à mon père, c'est qu'il lui décernait la médaille Bene Meriti Patriota, le bien mérité du patriote. Oh, c'est beau. C'est une médaille qui a été décernée à très peu de gens dans l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et c'est une médaille qui est décernée après 50 ans de militantisme, de patriotisme. Médaille très importante. Ben oui. Alors, je regarde la conférence de M. Réaume et c'est là qu'il me dévoile une partie de la réponse à ma question. Que la Société Saint-Jean-Baptiste est inspirée d'un système de pensée qui vient de la franc-maçonnerie, que les francs-maçons, en fait, sont derrière ça. Et que ça symbolise le solstice d'été. C'est pas le 21 directement, c'est 3 jours plus tard, mais généralement parlant, c'est la période où la lumière, où les journées sont plus longues, comme tu disais tout à l'heure, qui est à l'opposé de la fête de Jésus. De Noël. Le Noël. Donc, l'opposé. Et cette opposition, et c'est là que ça m'est apparu clair que ce que ce 8 représente par rapport à l'année planétaire et l'année galactique, c'est que nous vivons dans un rythme de temps cyclique sur une période de 25 920 années, dont la moitié est 12 960, et qu'il y a un équilibre, que ce cycle est axé sur l'éternel, et que pour comprendre comment les choses sont ordonnées et que tout est inclus dans un ordre parfaitement équilibré, ben, c'est que les opposés se relient par le 8, qui est la 4e dimension, et que lorsqu'il y a un croisement, c'est à 90 degrés, les trames de temps se croisent et c'est comme ça que, si on veut, le grand architecte de l'univers est capable de calibrer le cycle du temps parce que tout est interrelié à travers ce cycle. Et que donc, ce que j'ai l'impression que des sociétés secrètes comme les francs-maçons, par exemple, et d'autres encore, ont comme révélation, ont comme secret dans leurs archives et dans leur mémoire et dans leur tradition, c'est qu'il y a une résonance temporelle, un lien qui existe à travers le cycle de l'année galactique et que ce cycle-là, parce que le Sphinx, à ce moment-là, lorsqu'il a été construit, regardait à l'interstice de la constellation ou le signe du zodiaque entre le lion et la Vierge, et que nous sommes aujourd'hui directement à l'opposé de ce cycle entre le poisson et le Verseau, et qu'il y a un lien historique qui se crée. Il y a un recalibrage ou un équilibrage des forces qu'il y avait à cette époque-là et les forces que nous vivons aujourd'hui. Et à l'époque, c'était l'apogée d'un empire qui était absolument phénoménal. L'empire égyptien de l'époque ont réalisé des œuvres d'une splendeur sans égale. Et qui étaient ces gens aussi doués et quelle était leur mentalité, quels étaient leurs objectifs en construisant ces choses, cette magnifique civilisation. J'ai l'impression que beaucoup de gens qui sont des adeptes dans ce milieu-là se disent que nous vivons à l'époque du retour à cette origine. À la fin d'un demi-cycle, c'est le début du retour à l'origine. Mais je me demande s'il n'y a pas un égarement par rapport à notre perception actuelle de ce qui était jadis. On interprète ce qui s'est passé à cette époque d'une manière qui est en fait
beaucoup plus une réflexion de ce qu'on vit présentement. C'est très difficile de se mettre dans la tête des gens qu'il y avait à cette époque-là. Mais moi, j'ai l'impression, si je m'en fie à mon intuition, qu'à l'époque, il ne s'agissait pas d'une tyrannie et qui forçait des esclaves à travailler dans une espèce d'oppression, comme souvent on nous rapporte ça dans l'égyptologie. Moi, je pense plutôt que c'était à l'époque des gens qui avaient une ferveur envers l'évolution de l'humanité, qui était intéressé à contribuer. Il y avait un aspect humanitaire à cette dynastie qui tentait d'apporter une évolution, de transmettre leurs connaissances au reste de l'humanité en créant des monuments extrêmement visibles pour attirer l'attention et pour créer des écoles de savoir, et que c'était à une époque où les gens qui étaient de cette lignée pharaonique se souvenaient de leur origine et savaient que leur venue sur Terre, et c'est là le grand mystère, apparemment, selon ce que eux disent, et d'autres textes très anciens nous expliquent que ce savoir-faire extraordinairement avancé n'est pas arrivé sur Terre par évolution. La chronologie est pas là. Alors, ils sont arrivés comme ça avec une connaissance très avancée, ils venaient d'ailleurs. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise interprétation de ce qui s'est passé à l'époque et de ce qui devrait se passer aujourd'hui. Et c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on a un système, le nouvel ordre mondial, qui cherche à créer un gouvernement mondial, mais sur des bases qui sont détournées de la vraie signification. Mais la grande, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que en fait, il y a personne ne peut truquer cet assemblage de comment le temps circule. Et notre conscience consomme le temps et nous sommes tous capables d'être branchés à cette manière cyclique du temps de se déployer et cet équilibrage par rapport à l'axe central qui est lié à l'éternel, au plan du grand architecte. Et donc, si on regarde le drapeau québécois, on voit très bien, parce que le lys est une forme voilée du sceau de Salomon, de l'étoile à 6 pointes, Ah, comme on voit, comme on voit dans la nature. Les lys, lorsqu'on les regarde d'en haut, c'est une fleur qui a 6 pétales en pointe. oui. Et ça représente ça aussi, il y a tout, c'est lié ça à cette dynamique-là de l'infini, le 8, qui en fait, t'as deux triangles inverses, équilatérales, inverses l'un de l'autre. Mhm. Et ça nous parle d'un mouvement de rotation parce que le plus gros triangle peut recevoir un plus petit triangle à l'inverse et un autre plus petit, et ainsi de suite. Et c'est la ligne isotope du temps. C'est comme ça que, en voyageant à travers le temps, si tu veux, le contexte cosmique influe sur chacune des atomes qui existent dans l'univers matériel. Donc, pour en résumer toute l'affaire, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus, mais il y a un lien entre la matière et la lumière, entre la matière et l'esprit, entre la terre et le ciel, entre l'homme et Dieu. Il y a un lien. Et le lien, il est cellulaire, il est atomique, moléculaire, il est dans toute chose, à tout moment, et tout est calibré par le grand architecte de l'univers. Et c'est des synchronicités comme ça, j'en ai eu toute ma vie, et c'est des séries de 6, par exemple. C'est incroyable toutes les fois où j'ai vu des 6 dans ma vie, à tel point qu'à un moment donné, ça m'inquiétait vraiment, parce que je me disais, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi je vois tout le temps des 6 comme ça? Est-ce que je suis est-ce que je suis damné par la bête de l'Apocalypse qui me poursuit, et ça m'effrayait un peu. Mais depuis, j'ai compris le vrai sens de tout ça, et il n'y a rien d'effrayant dans ça. C'est la nature cyclique du temps. Malheureusement, la majorité des gens ne comprennent pas que nous vivons à une fin de cycle et que par la force des choses, ça c'est les forces de la nature, c'est le processus de l'évolution qui veut que les choses se produisent d'une certaine façon, et nous sommes à notre insu parfois impliqués sans le savoir, mais il y en a qui le savent mieux que d'autres, il y en a qui sont plus au courant, mais l'idée ici, c'est d'être en contact avec soi-même. Parce que nous vivons une époque où ce dynamisme est si puissant dans notre psychisme
que les gens qui ont perdu contact avec eux-mêmes, il faut être honnête avec soi-même, mais les gens qui sont impliqués dans toutes sortes de circonstances où ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes, ben, ils se trouvent de plus en plus divorcés de leur réalité intérieure. Et ça crée une forme de folie. Ça crée une dissociation cognitive. On a de la difficulté à fonctionner psychiquement à cause de cet éloignement par rapport à ce qu'on sait dans notre fort intérieur et ce qu'on fait dans notre comportement dans le monde. Tout ça doit être rééquilibré et réajusté. On vit, je pense, à l'époque un grand retournement, un grand recalibrage de l'expérience planétaire et un retour aux sources, un retour à l'origine. Et le drapeau québécois est très symbolique de cette réalité. Je regardais, juste pour te donner un exemple là, des synchronicités avec les séries de 6 et puis le 8 qui est important. Je regardais il y a une prophétie de Nostradamus qui m'avait frappé parce que les gens disaient que Nostradamus avait prédit les attentats terroristes du 11 septembre 2001 à New York. La prophétie nous dit l'an 1999, 7 mois. Du ciel viendra un grand roi des frayeurs, ressusciter le grand roi d'Angolmois, avant, après Mars, régner par bonheur. Mais cette première phrase, l'an 1999, 7 mois. Et c'est là que ça m'a frappé. 7 mois. C'est le mois de septembre qui est le 9e mois. Mais pourquoi le mois de septembre s'appelle 7? On dirait qu'il y a un lien avec le nombre 7. Et je fais une petite recherche comme ça et je découvre qu'effectivement, à l'époque des Romains, le calendrier romain, c'était le 7e mois. Ah oui. Puis octobre, puis novembre pour le 9e mois, Oui. etc. C'est ça? Et c'est là que je découvre que selon ce calendrier, je ne suis pas né le 8e mois, mais le 6e mois dans ce calendrier. Et donc, ma date de naissance, c'est le 6e mois, 1966. Le 6-66. Le 24, le 4 fois 6, comme les 4 quarts du drapeau. Les 4-6 et comme la précession des équinoxes, qui est basée sur ce système sexagésimal de 6 à la puissance 4. Alors, je regarde le film Avatar. Puis 2 et 4, ça fait 6 en passant. Hein? 24, oui, 2 et 4, ça fait 6 aussi. Et 2 fois 4 fait 8. Eh oui. Je dis, François, je ne m'attendais pas à une rencontre et un discours aussi ésotérique que ça. On va continuer parce que j'aime ça. Là. Écoute, écoute bien. C'est même des relations étonnantes que tu fais, mais c'est le principe même de l'énergie, de l'esprit, qui utilise les fréquences, les vibrations, les chiffres, les couleurs, tout y passe parce que j'ai adoré quand tu as dit ça fait partie du travail du grand architecte. Oui. Et j'avais prévu Cyril Barrett, ancien professeur à l'Université Laval, qui vient d'écrire un livre sur Darwin. Et évidemment, tu comprends bien que pour un scientifique comme lui, d'une époque, parce qu'il est à la retraite maintenant, mais il a refusé mon invitation en disant, moi je ne suis pas un ésotériste, je suis un scientifique, je n'ai rien à rajouter à vos idées, etc. C'est complètement deux univers. Hein? Et alors, s'il t'écoute, il va se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est qu'il raconte? Parce que c'est pas basé sur ce qu'on pourrait appeler les principes de la science matérialiste. Mais c'est une science de l'esprit, c'est une science. Et c'est très fondé. C'est une science de l'univers qui est extrêmement puissante et qui nous a été révélée il y a très longtemps et qu'on a besoin de mieux comprendre. On a besoin de mieux comprendre lui, parce il n'y a pas d'architecte, de grand architecte. Il y a eu une évolution, comme Darwin l'a toujours dit. Oui, mais c'est triste, mais ça ne tient pas la route, cette théorie. En anglais, ils appellent ça l'intelligent design. Là. Ouais. Le dessin intelligent, mais dessin dans le sens de, tu sais, on a une pensée, un objectif, un plan, tu sais. Oui. Ouais. Mais disons que ce que je dirais aux gens qui n'ont pas
qui Puis n'ont s'il n'est pas pas content, de... ben, qu'il accepte mon invitation, puis je l'invite. Il viendra Ouais. sur une autre émission. Oui, il faut porter attention parce que ce grand architecte nous parle constamment et de plus en plus à une époque de convergence comme nous vivons, et ça Oui. devient de moins en moins honnête de prétendre le contraire parce que tous ceux qui veulent avoir ce contact peuvent l'avoir. Et de plus en plus, ça va marquer le comportement des gens et on va se retrouver en marge si on ne découvre pas son propre contact à soi avec cet architecte qui travaille dans nos vies d'une façon remarquable. Je suis curieux de savoir ce que tu penses de ces choses-là, parce que il m'arrive tellement de choses comme ça. Puis, mais Mais pour faire suite à ce que je disais, c'est dangereux de dérailler, François. ben, c'est ce qu'on m'a dit, et on m'a souvent dit que j'étais cinglé, et puis OK, mais Non, moi, je à dirais partir pas du ça, moment... là. Moi, je dirais pas ça. Non, non, je sais, mais Mais de ce que je rester te les deux dis, c'est pieds que, sur terre là, pour gagner sa vie comme tout le monde ou de ouais, mais c'est un s'organiser parce commentaire que que j'ai ça, reçu. ça rapporte pas à moins que tu fasses des conférences sur ces sujets-là et tu es en Europe. Est-ce que tu es Ouais, porté mais à rencontrer des gens, discuter ésotériques de ces valeurs-là? Je sais que ce qui était fou à une époque, l'est moins à une autre. Ben Les oui, temps changent et les gens qui croient aujourd'hui que leur sécurité dépend de l'argent, ben moi je leur conseille de s'accrocher à cet argent parce qu'ils vont en avoir besoin plus que jamais parce que c'est plus l'argent maintenant qui va faire la différence. Je pense que c'est véritablement une époque de grande transformation. On oui, vit des troubles économiques extrêmement importants. Mais juste pour terminer cette anecdote, oui, oui, je vas-y. regarde le film Avatar. Tu as Oui, vu ce film-là, qui est un film qui est culte aujourd'hui. Et dans le personnage principal, Sully, je crois son nom, il tient un journal de bord vidéo, là, tu un parles de journal celui scientifique. c'est celui qui a l'avatar, là, C'est l'Avatar oui, le qui, gars qui est infirme, mais qui rentre dans le corps de l'avatar. c'est exactement. D'accord, bon, Et oui, dans le processus scientifique, il doit tenir un journal quotidien du développement de son expérience et de donner ses commentaires. Et le dernier journal, à la fin du film, après qu'ils aient vaincu l'envahisseur, lorsqu'il s'est joint aux navis et puis les a libérés de cette tyrannie, il se présente pour une dernière fois à son journal vidéo et il a un tatou qui est écrit Born, naître, naissance. Et il dit, après tout, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, c'est ma date de naissance. Et je regarde la date du vidéo, et c'est le 24 août, ma date de naissance, 2154. Et c'est écrit en bas, A. Augustine. Augustine, ou Auguste, était l'empereur romain, le premier empereur romain, et c'est en son honneur qu'on a nommé le mois d'Août, en anglais August. Ça vient d'Augustus. Et donc, c'était le 6e mois, le Sextilis, qui est devenu Augustus, le 8e mois. Le 6 et le 8 encore. mhm. Et c'était G. Augustine, le G, le grand architecte de l'univers. God Et par simple curiosité, ou géomètre. je suis intrigué parce que je vois ces symboles-là, ces signes-là dans ma vie depuis si longtemps. Je vais sur un calculateur de calendrier, j'entre la date de naissance de l'avatar lorsqu'il dit, après tout, aujourd'hui, c'est ma date de naissance ou mon anniversaire. Non, pas mon anniversaire, c'est le jour de ma naissance. Oui, il naît, c'est ça. My birthday. Ouais, Birthday, ça se traduit mal en français, mais ça veut dire c'est aujourd'hui que je viens au monde. c'est ça. Et je rentre, cette date-là est la mienne. Le 24 août 2154, le 24 août 1966, et la réponse est 68 666 jours. Là, tu as le 8, tu as le 666 et tu as les 4-6. Alors, c'est une coïncidence, sûrement. Sûrement. Mais après un certain temps, quand tu en as trop comme ça, c'est plus des coïncidences. Et moi, je suis certain aujourd'hui qu'il y a un grand architecte parce qu'il me parle constamment. Et non, ça ne me rend pas fou, ça me rend extra lucide.
Ça me permet de comprendre les événements, de les anticiper, et je suis beaucoup plus en sécurité, même si j'ai pas un sou dans mes poches, qu'un millionnaire qui pense que l'argent va le sauver. L'argent sauvera personne. L'argent sauvera personne parce que nous sommes à une fin de cycle et tout doit être recalibré. D'ailleurs, là, présentement, ce qui se passe aux États-Unis, ce sont des événements absolument historiques. Et la plupart des gens qui sont trop occupés par des choses mondaines ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Et parce que les médias n'en parlent pas. C'est très peu diffusé comme information, mais c'est tout à fait réel. Et donc là, il y a comme une séparation là, de plus en plus profonde entre la réalité et ceux qui suivent le mainstream, là. Ceux qui pensent là, que les médias officiels ont la vérité et infuse et que les gouvernements sont toujours les autorités suprêmes qui déterminent notre destin collectif. Il n'y a rien de plus faux présentement. On est dans une période où il y a un déchirement très, très profond qui se produit et je pense que il faut faire attention parce que la folie nous guette si on n'effectue pas ce transfert à ce moment-ci. Il y a un transfert qui est vital, qui doit être accompli. On doit accepter les changements, les profondes transformations. On doit avoir cette souplesse que parfois on qualifie de folie, d'être capable de faire des liens entre des choses qui semblent ne pas avoir de lien et de créer un contexte dans lequel on peut comprendre la nature des événements. Là, aux États-Unis, il y a eu un recompte, une vérification légale du scrutin du comté de Maricopa en Arizona. Ça a été une vérification légale qui a été faite dans les règles de l'art, absolument impossible à frauder, avec des services de sécurité en présence. Il y a des représentants du département de justice, des représentants des deux partis, des représentants du public, des journalistes, et ils ont tout recompté les scrutins à main. Oui. Ils ont évalué, analysé les scrutins avec la plus haute technologie pour détecter les contrefaçons. Tout le processus a été numérisé et archivé dans des banques de données publiques. Impossible de frauder. Là, on peut savoir exactement qui a voté pour qui et en quel nombre. Et la fraude était massive, massive. Alors là, il y avait des observateurs de d'autres États, les swing states, là, les États qui sont déterminants pour l'élection d'un gouvernement, oui, qui sont repartis chez eux en disant, ben, c'est sûrement la même chose chez nous parce que les mêmes méthodes ont été utilisées. Mais alors là, il y a est-ce que c'est des fraudes qui ont été faites seulement par un parti contre l'autre ou c'est un peu des fraudes des deux bords? T'sais? Non, c'était totalement d'un côté. Ah oui, la fraude a été massivement en faveur de Biden contre Trump, massivement. Là, on parle là et Trump, la fraude était en faveur de Biden. Tu veux dire qu'en réalité, c'est Biden qui aurait fraudé contre Trump? Ben, Trump s'est présenté en Caroline du Sud il y a quelques jours de ça devant des milliers de personnes et il a dit ça, c'est le crime du siècle. Et bon, c'est de la rhétorique. Qu'est-ce qu'un crime? Netanyahou, il crie la même chose, lui, en Israël, parce qu'il a perdu des élections avec un petit pourcentage, mais il dit c'est la pire fraude de la démocratie que d'avoir été banni de la présidence d'Israël, Netanyahou, qui était là depuis... Et on sait que la fraude électorale, c'est pas un secret, là. Il y en a toujours eu. Ben oui. C'est impossible d'avoir une élection parfaitement nette. Mais là, il s'est passé un événement qui est quand même d'envergure historique. C'est-à-dire que là, ça a dépassé les bornes. C'est allé beaucoup trop loin. Mais est-ce qu'ils vont changer? Est-ce qu'ils vont remettre Trump au pouvoir ou est-ce qu'ils vont refaire les élections? Selon mes informations, parce que dans la dernière émission que j'ai faite avec toi, j'ai parlé de la FISA, le Foreign Intelligence Surveillance Act, l'acte de surveillance à l'étranger. Oui. Et pour pouvoir espionner un citoyen américain, il faut avoir un mandat de cette cour. Et ils avaient présenté de faux dossiers, des dossiers fabriqués. Là, je parle de l'administration Obama, pour pouvoir espionner Trump. Mais ça va dans l'autre sens aussi. Parce que là, le procureur général Durham a reçu le mandat d'enquêter pour savoir comment ça se fait que vous avez déclenché une enquête sur la corruption de Trump avec les Russes sur un dossier qui était clairement, qui n'était pas vérifié. Il n'y avait rien de valable dans ce dossier-là. Oui.
Et c'est votre travail, là, le FBI et toute la police Oui, oui, fédérale, oui. tout ce Alors, monde-là. c'était C'est leur corrompu travail jusqu'à ce niveau-là, c'est ça. C'était corrompu à un niveau extrêmement grave. Ben oui. Mais ce qui s'est produit, c'est qu'il a réussi en démontrant que l'enquête qui a été déclenchée était partisane. C'était une police politique, alors que la police doit demeurer neutre, surtout la police fédérale. Elle ne doit pas prendre parti. Mais elle a pris parti. Elle a ignoré le fait que ce dossier était frauduleux et elle a ainsi donné un mandat clair à Durham pour faire enquête. Et lui est allé chercher des mandats du FISA pour espionner ceux qui avaient lancé cette enquête pour des mobiles politiques pour essayer de ternir la réputation de Donald Trump. Exact. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que ce sont les mêmes joueurs qui ont organisé la fraude électorale. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sous surveillance pendant tout le moment où ils orchestraient cette fraude. Alors, les forces de l'ordre et les services de renseignement militaire savent exactement ce qui s'est passé, mais ils ne veulent pas d'un coup d'État militaire, ils ne veulent pas prendre les armes, ils veulent que le peuple soit maître de son destin et ils veulent créer une nouvelle république et ils veulent que le scrutin soit légalement vérifié devant tout le monde pour que les gens comprennent ce qui s'est vraiment passé et qu'il n'y a plus de moyens d'argumenter sur cette question. Trump s'est fait voler l'élection. Les militaires le savaient et c'est pour ça qu'ils n'ont jamais, jamais daigné obéir aux ordres de Biden. Ils ont rejeté sa présidence. Parce qu'ils savaient, parce qu'ils avaient, ils surveillaient la fraude. Il y a des régiments qui, pendant la procession avec Biden, qui allait vers sa nomination là, pour son assermentation, lui tournaient le dos. Ah oui, oui. Et donc, c'est très important ça, Richard, parce que le monde entier veut savoir qui donne les ordres à l'armée américaine. C'est une très, très grosse question. Est-ce que c'est l'État profond qui contrôle les médias et le pseudo-gouvernement en place? Tu veux dire corrompu? Ben oui, le gouvernement corrompu en place qui contrôle l'armée américaine. Et il se trouve que Donald Trump n'a jamais quitté son poste, il est resté en poste et les militaires ont pris le contrôle en grande partie du processus judiciaire pour appuyer les autorités civiles dans ce processus, pour leur offrir l'information qu'ils avaient besoin et la protection qu'ils avaient besoin. Et parce que souvent, c'est l'intimidation qui pèse lourd dans cette affaire-là, parce que on ne sait pas ce qui se cache dans cette corruption, mais je peux vous dire qu'il y a des choses assez sombres là-dedans, des choses propres à vraiment faire peur, à terrifier les gens. Mais là, il y a une puissance militaire redoutable qui a pris position et qui a dit « On vous protège, ne vous inquiétez pas, votre dos est couvert, comme les Américains disent. » Alors là, les gens ont trouvé le courage, puis là, il y a un processus légal complètement transparent, complètement public, et là, cette nouvelle va bientôt tomber. Mais elle fait déjà le tour du monde dans les coulisses du pouvoir. L'État profond qui voulait le nouvel ordre mondial, on en revient à ce fameux cycle. C'est pas, moi, je leur en veux pas parce que je comprends en quelque sorte leur position. Ils sont détenteurs d'un savoir extrêmement ancien qui vient des étoiles et qui n'a pas pu se transmettre efficacement à l'humanité. Ils ont été persécutés pour ce grand pouvoir, ce grand prestige qu'ils ont. Il y a les familles qui règnent depuis l'Antiquité, depuis très longtemps, sont tous interreliés à travers cet héritage d'origine cosmique. Et ils ont tous, à différents moments, subi de l'oppression. Il y a eu beaucoup d'incompréhension. Vous savez, l'être humain a peur de l'inconnu. Et ça, c'est un très, très grand inconnu, le cosmos. Mais comment on fait pour gérer une situation lorsqu'on a un trésor d'origine cosmique et qu'on doit le transmettre? Et c'est ce que, pour en revenir à l'Égypte ancien, je crois qu'à cette époque-là, il y avait encore ce désir de rédemption. Il y avait encore cette souvenance de leur mission originelle qui était pour le bénéfice de l'humanité. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des gens qui ont perdu contact avec ça et qui se sont imaginés des choses par rapport à leur position
et qui ont dit, puisque l'humanité n'a pas voulu recevoir le savoir et que nous avons tenté de le transmettre, alors il faut passer à d'autres choses. Et là, ils ont planifié une chose horrible. Ils voulaient que la majeure partie des gens disparaissent de la surface du globe pour, dans leur esprit, ils pensent faire le bien, tu vois. C'est peut-être une mentalité extrêmement difficile à comprendre. C'est tordu, en fait. C'est fou, mais ils ont une histoire et sans comprendre cette histoire, on ne peut pas rétablir l'équilibre. Et là, moi, ce que je voudrais empêcher, c'est qu'il y ait une chasse aux sorcières, là, parce que les dévoilements qui arrivent vont vraiment être traumatiques pour beaucoup de gens qui sont pas du tout prêts. Mais il faut remettre les gens à leur place et leur dire, écoutez, c'est pas d'hier que ces choses-là sont à notre portée. C'est à tout un chacun de faire sa part pour essayer de découvrir les mystères de la vie. Il faut essayer de comprendre qui on est et pourquoi on est là. Et les gens me disent, oui, mais comme tu disais tout à l'heure, tu sais, tu peux déraper si tu t'embarques trop dans ces histoires-là. Oui, il y a un danger, mais à l'inverse, si on n'est pas capable d'être honnête avec soi-même et de recevoir l'information qui nous vient d'un inconnu, mais qui est réelle, ben à ce moment-là, on risque aussi beaucoup. Alors, c'est une question d'équilibre, justement, le 8, là. Il faut faire la part des choses. Et la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Et Oui. Mme Guylaine Langto, docteur médecine, qui s'appelle maintenant Mme Guis, a rajouté « Je me souviens de qui je suis ». Oui. Oui, je me souviens de qui je suis. Oui, Exactement. justement, Parce que c'est revenir à ça. connais-toi, Exact. connais-toi toi-même. Oui, elle dit qu'elle s'appelle Guy. Geneviève qui nous dit ça, là, c'est Guylaine Langto, s'appelle Guy. Ben oui. Guy. Parce qu'elle dit, on m'a enlevé la laine de sur le mouton. Elle dit, je suis plus un mouton. Ben, Je l'ai déjà interviewé. C'est génial, François, tout ce que tu nous as dit, surtout dans l'esprit de l'époque actuelle, qui est l'époque ici là, du solstice d'été le 21 juin et la Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec dont on voit le drapeau derrière moi. Ce drapeau du Québec qui a été inauguré officiellement un 21 janvier, le fameux jour où on fait l'inauguration du président des États-Unis à tous les ans. C'est pour des raisons très, très précises. Et ici, c'est apparu sur le Parlement de Québec en 1948. Puis c'était sous le premier ministre Maurice Lenoblet Duplessis, qui faisait partie de sociétés secrètes, dont, entre autres, la Grande Calèche. Alors, on est dans de l'ésotérisme quand on parle de politique. On ne peut pas s'imaginer à quel point, plus on est dans les hauts niveaux de la politique internationale, aussi bien qu'assez locale, des gens sont imbus d'ésotérisme, sont imbus de connaissances occultes. Oui. Et puis, il y en a qui se servent de ça pour faire de la magie noire. Hein. Ça, tu l'as laissé sous-entendre qu'on va avoir des scandales qui vont sortir parce qu'ils se servent de pouvoir de magie noire pour garder du pouvoir. Puis la magie noire fait toujours peur parce qu'évidemment, on utilise des forces occultes négatives détrimentaires de l'humanité, mais il y a aussi la magie blanche de lumière qui va, elle aussi, apparaître de plus en plus évidente. Alors, oui, mais peut-être parce que la magie blanche et la magie noire. Je te dirai qui tu es. Oui, c'est ça, mais c'est une question d'équilibre parce que la magie noire a jamais éclipsé la magie blanche. Il y a toujours eu un affrontement. C'est une guerre spirituelle qui dure depuis la nuit des temps et ça ne se terminera jamais parce que c'est un principe de l'univers. Ça, c'est qu'il y a toujours un pour et un contre et il y a toujours des affrontements. Par contre, si on comprend le temps cyclique, on se rend compte qu'il y a des moments de convergence où on pense à d'autres choses. Alors, je mets en garde contre l'idée que les adeptes de la magie blanche vont finalement gagner, vont obtenir la victoire au bout du compte. Je pense pas que c'est la bonne approche à prendre de penser en termes de victoire contre un adversaire. Je pense que les forces historiques qui ont donné naissance à ces deux branches du noir et du blanc là, ont un lien commun. Et le retour à l'origine, c'est de découvrir le moment dans le temps où ces deux forces n'étaient pas de la magie, mais étaient une science. Et que c'était une science unifiée. Et que c'est par la suite,
avec la dégradation de la connaissance à travers le temps, parce que là, on parle d'une connaissance beaucoup plus avancée que ce que nous connaissons ici, et donc, inévitablement, il va y avoir une dépréciation, ce savoir va tranquillement se défaire, se perdre et devenir teinté de toutes sortes de faussetés, de croyances avec le temps. Et c'est ce qui va devenir éventuellement la magie, parce que dans l'invisible, il y a des forces qui sont toujours en conflit pour le destin de l'humanité. Mais ce qui est, je pense, le grand message pour tout le monde à cette époque, c'est que ces forces n'ont pas le contrôle de notre destin. Ce sont des forces initiatiques qui nous mettent en situation où nous n'avons plus le choix que de décider par nous-mêmes ce que nous voulons vraiment. Et que ce combat des élites dans ce système de pensée qui est extrêmement ancien est arrivé à sa conclusion. C'est-à-dire que leur affrontement nous a tous mis en péril parce que la magie blanche a toujours été là. Il y a toujours eu cet affrontement extrêmement intense entre ces clans. Il y a des forces qui sont pro-humaines, il y en a qui sont anti-humaines. Mais pour comprendre pourquoi c'est ainsi, il faut remonter à l'origine pour découvrir qu'à l'origine, tout a été conçu en fonction du devenir de l'humanité, mais selon une loi cosmique de l'autodétermination, et que cette polarisation qui est venue avec le temps et qui a créé des conflits de plus en plus graves, a pour effet de nous apporter ici aujourd'hui avec cette décision que nous devons prendre par rapport à qui nous sommes vraiment. Et se connaître soi-même pour être capable de savoir quelles sont les valeurs qui nous tiennent vraiment à cœur et comment allons-nous procéder pour activer ces valeurs, pour les mettre en pratique et pour que nous puissions créer un nouveau monde. Parce que l'ancien monde est en train de tomber. Je ne sais pas si tu as vu là, le scandale. C'est un scandale, on n'ose même pas en parler tellement c'est grand. Les Français appellent ça le picousage. Les gens se sont fait picouser. Et toi, est-ce que tu t'es fait picouser, Richard? C'est quoi? Pour ne pas le dire. Picouser, oui, la picouse, oui. La picouse. Comme dirait le docteur Raoul, c'est personnel. Ben non, c'était une question rhétorique. Je voulais pas avoir une réponse, mais c'est simplement pour faire un peu d'humour, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose présentement. Hein? Oui. Tout le monde se promène en se demandant s'il devrait se faire picouser ou non, ou si on veut savoir qui l'a fait, qui l'a pas fait. Je sais pas, au Québec, je pense, j'ai entendu dire qu'il y a un très fort pourcentage de la population qui est picousée. Ici aussi. Apparemment, c'est un phénomène... En Belgique, tu veux dire? Oui, en Belgique, oui. Okay. Et, on sait que les chiffres sont manipulés depuis le début, fait qu'on peut croire ce qu'on veut. Oui. Ben, apparemment, c'est un phénomène qui affecte davantage, de façon beaucoup plus intense, les sociétés occidentales. On a tendance à prendre ça d'un autre point de vue ailleurs dans le monde. Écoute, ça là-dessus, François, pour éviter d'être censuré sur YouTube, je te demande de reporter ces détails d'informations en rapport avec la pandémie dans le club créé qu'on fera dans l'enregistrement qui va suivre, l'enregistrement qu'on vient de faire pour le club. Tu me comprends, hein? Ben oui, c'est sûr. Mais alors, disons... si on est encore sur YouTube, c'est parce qu'on fait bien attention à, justement, ne pas enfreindre les lois ou les règles ou les préceptes de YouTube. Alors, on ne va pas à l'encontre de ce qui est dit dans les médias, mais on non, mais je suis bien conscient de ça. C'est d'ailleurs pour ça que je te disais ça. C'est un scandale. On n'ose pas en parler. Non. Mais moi, je vais loin sur parler, nous, mais de manière indépendante sur mon site, sur mon serveur dédié qui est totalement indépendant. Ben moi, je vais très loin sur mon canal YouTube avec mon épouse, Agnès et François Chartrand. Notre canal, on en dit beaucoup. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ceux qui veulent... Alors, l'adresse, c'est quoi là, pour te retrouver sur Internet? C'est Agnès et François Chartrand. OK. Tout ensemble? Oui. Pas de point, Agnès, pas de... OK. On le Agnès, voit en bas de l'écran, épouse. c'est bien, c'est clair. Agnès et François Chartrand. Oui.
OK, ça c'est C'est, sur c'est, YouTube. c'est notre canal YouTube, ouais. Avez-vous Ouais, beaucoup ouais. de vidéos? Combien? Une dizaine? Là, on doit avoir 38 vidéos, oui, 38 Ah bon, vidéos. il était fait à concurrence d'à peu près quoi? Un à toutes les 2 semaines? Ou... Un par semaine, autant que possible. OK, Ça arrive des fois que ça prend un peu plus de temps, là, mais on veut en faire de plus en plus. OK. On trouve ça très intéressant. Tu as des abonnés? Parce que dès qu'on est abonné, on peut recevoir le signal comme quoi, tiens, il vient d'y avoir une nouvelle Oui, vidéo. on arrive à presque 6 000 abonnés, là. Ben, bravo, hein. Tu sais qu'ici au Ouais. Québec, les marginaux qui peuvent plus avoir la parole sur YouTube s'en vont sur le réseau Odyssée Ouais, ben, je suis ou, sur Odyssey aussi. ou Rumble. OK. Vous pouvez trouver tous mes vidéos sur Odyssey également. Mais tu es toujours sur Donc, YouTube. euh, Bon signe. mes vidéos et celles de ma femme, parce que Oui. j'ai épousé Agnès ici il y a 2 ans en Belgique. Et c'est très important ça, parce que Agnès travaille très fort. On s'est rencontrés à Natashquan dans une communauté autochtone. Et puis on travaillait tous les deux sur des projets qui vont en parallèle et notre vision était tout à fait convergente. Alors notre mariage est très significatif. Elle Natashquan, c'est travaille, un petit village d'origine de Gilles Vigneault, pour les Européens qui oui, connaissent bien Gilles Vigneault. Ben oui, oui. alors c'est là que vous vous êtes rencontrés. Hey, c'est beau. Ben, Gilles Vigneault, il venait de Natashquan, mais Natashquan. oui, nous, on s'est rencontrés à Nutashquan. Ah, nous, Tashquan. OK. Ça veut dire quoi Nutashquan. en Ben, français? ça veut dire là où on chasse l'ours, et c'est en Innu, et c'est une réserve Innu, une communauté Innu, le peuple autochtone francophone OK. ben, ils parlent en priorité leur langue ancestrale, mais la plupart des Inuits que j'ai connus parlent très bien le québécois. Ils parlent Ah oui. et il y a un métissage depuis très longtemps, et puis il y a une proximité culturelle. C'est un peuple extraordinaire qui est très peu connu, et Agnès travaille très fort pour le faire connaître ici en Europe. Ah oui. Donc, oui. Et puis elle a un projet de dôme, des salles où on va projeter des dômes qu'on peut gonfler, là, qui sont facilement déplaçables et qu'on peut gonfler rapidement pour accueillir des gens, pour leur présenter des images et du son, et jumeler les dômes avec d'autres en interconnectivité, là, en direct, avec d'autres personnes ailleurs pour créer ce phénomène-là de résonance entre les gens, pour créer des rapprochements. Parce que, tu sais, le Québec a un destin qui est tout à fait singulier, parce que justement, il y a plusieurs raisons pour ça, mais si le grand architecte a des plans pour l'avenir, il va falloir que les choses changent rapidement, puis il y a une nécessité pour des opérations d'urgence, pour des opérations de sauvegarde, parce que notre civilisation, que les gens le veulent ou non, je sais que c'est un sujet qui est extrêmement difficile, mais ça va pas bien, là. Il faut une grande transformation. Le Québec est très important dans cette transformation parce que géographiquement, nous sommes en quelque sorte, entre les États-Unis et l'Europe. C'est sûr que l'Atlantique est traversé, mais c'est directement de l'autre côté. Et le littoral atlantique, qui est très peu peuplé, la terre ancestrale des Inuits, le Nitassinan, est un endroit extrêmement stratégique. Et nous, Agnès et moi, on pense qu'il faudra qu'on manifeste le plus haut respect pour ces très anciens peuples, pour ne pas répéter les erreurs du passé et d'arriver ici, d'essayer d'occuper ce territoire en manquant de respect à ces gens. Ce serait une très grave erreur. Et on pense que effectivement ce territoire est stratégique, parce que il faudra faire notre civilisation, la civilisation occidentale, donc l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, est particulièrement déstabilisée présentement par les événements courants. Il faudra trouver des moyens de s'organiser entre nous et de maintenir une solidarité transatlantique. Et les Premières Nations ont quelque chose que nous avons perdu, qui est très important quand on parle du retour à l'origine. Ce sont des peuples qui ont vécu ici sans être dérangés, qui ont pu conserver quelque chose qui leur appartient en propre et qui est d'une valeur inestimable, et que peut-être qu'au moment de la colonisation, c'est la plus grande erreur que notre civilisation a fait, c'est d'avoir ignoré
le savoir de ces peuples très anciens. Alors, et ce savoir n'est pas disparu. Ces gens sont encore bien vivants et leur langue ancestrale est toujours bien vivante et leur savoir est toujours bien vivant et ce sont des gens extraordinaires qui gagnent à être connus. Alors, c'est le projet d'Agnès et c'est grâce à ce projet qu'on s'est rencontrés et on continue à travailler dans ce Moi, sens-là j'ai pour... un peu de misère, François, puis ça va être un des sujets qu'on va aborder dans le Club Créé bientôt, là, parce que ça fait presque une heure qu'on parle ensemble et que je te laisse parler beaucoup. Les gens ne pourront pas dire, là, Glenn a toujours coupé la parole à l'invité, là. ouais. Mais écoute, de retourner en arrière avec des civilisations passées, je n'irai pas jusqu'à dire Ordo ab Chao, la devise de certaines sociétés secrètes. On détruit tout pour rebâtir tout en neuf. Oui, mais il Mais ne faut pas oublier que quand aussi, tu de garder retournes... des vieilles choses, à un moment donné, on n'est plus avec les chevaux, là, on marche avec Oui, des mais véhicules qui vont être on ne bientôt parle pas, électriques. on ne Puis, parle pas ici de vieilles choses. On parle du temps cyclique. ouais. Et le temps cyclique veut dire que si on recule, on se rapproche du début. Et si on avance, on se rapproche de la fin. Il y a pas de retour en arrière, puis il n'y a Donne-moi un pas de... exemple là, sur le 8 que j'ai ici, là. Tu m'as Oui. parlé de ça tantôt, là. Je suis prêt à essayer de voir avec toi là, ce que tu sais que tu C'est veux qu'il y a, dire. il y a des valeurs qui sont intemporelles. Et que Oui. dans le progrès, Mettons et qu'on est rendu à la croisée des chemins, là. Ça te va, ça? On oui, est c'est rendu à ça. peu près là, là. Hein? On est sur le bord de. Ouais, on est à la croisée des chemins où Oui, on entre en résonance temporelle avec une époque qui oui, a vu l'apogée d'un empire qui était extraordinairement évolué, avec une oui, connaissance d'origine cosmique extrêmement présente et très visible. Et les mœurs de cette époque résonnent avec notre époque pour nous ramener à cet équilibre. Et parce que le progrès, c'est pas la même chose que l'évolution. L'évolution se produit de façon rythmique et il y a des moments d'involution où on a perdu contact de plus en plus avec notre origine. Et nous sommes maintenant au moment où nous allons recommencer à retourner vers cette origine. Et les nations autochtones sont témoins de ça. Dans leur tradition, ils savent très bien, ils connaissent la nature du temps cyclique, et les chamans savent très bien que nous sommes à une fin de cycle. Ils prévoient l'effondrement de notre civilisation sans s'énerver, sans problème, parce que ça fait partie de leur vision du monde. Maintenant, on peut dire que c'est retardataire ou c'est rébarbatif de revenir à des traditions qui sont maintenant, qui ont plus d'usage. Ça, c'est dans la méconnaissance de ces peuples. Parce que si on les connaît vraiment, on sait qu'ils ont été témoins des époques passées où il y avait des événements qui étaient vraiment globales. Et ils savent que sur le continent ici, et ça, c'est un grand, grand secret que les chamans gardent très précieusement parce que, à cause de la controverse et toutes les difficultés qu'ont apporté la colonisation, ils sont réticents à dévoiler le fait qu'ils savent qu'il y avait une race ici qui existait, de gens très avancés, très évolués, et qui leur ont apporté ce qu'ils appellent la médecine. Eux, ils appellent pas ça la magie, ils appellent ça la médecine, mais ils reconnaissent qu'au départ, c'était une science. Et ils savent que cet apport leur a donné leur identité. C'est de là qu'ils viennent. Ils viennent eux aussi du cosmos et ils le savent et ils s'en souviennent. Alors, c'est de cette origine qu'il est question, pas ce qui s'est passé depuis. Parce que si on est pour dire que les Autochtones n'ont pas suffisamment évolué pour qu'on s'attarde sur leur histoire, la nôtre est pas beaucoup mieux si on regarde les événements actuels. Notre histoire ne nous mène pas vers un endroit où on pourrait vraiment dire qu'on est très fier. Bien sûr que là, présentement, il y a encore beaucoup de gens qui flottent sur des nuages. Là, ils pensent que la pandémie est terminée, puis on va retourner à la normale. Mais les événements qui viennent vont nous mettre dans une situation où on devra faire le ménage de nos valeurs et on trouvera une grande solidarité, une grande sympathie, un grand rapprochement avec les Autochtones. Moi, je l'ai vécu, c'est pour ça que j'en parle. Dans les moments de grand péril, la vie se réfugie au centre des choses et les Autochtones le savent. Et ce sont des gens très humains et qui ont une compréhension de ce qu'est la valeur de la vie.
et ils sont capables de faire de grands progrès eux aussi, si on leur en donne la chance. Et ils sont d'ailleurs dotés de moyens vraiment exceptionnels parce que leur vie a été vraiment, vraiment dure. Et quand on a une vie extrêmement dure, on devient très fort. Il y a beaucoup de gens extrêmement forts dans ces peuples-là qui ont beaucoup à offrir. Et ce serait vraiment dommage de ne pas être capable de comprendre que ce n'est pas du être passéiste que de parler de leur origine, parce que c'est la même que la nôtre, mais eux se souviennent que c'est vraiment, ils sont d'origine cosmique. Ils savent que nous avons un lien avec les étoiles, que nous avons un lien avec, que les anciens venaient de l'au-delà, mais contrairement à tous les autres peuples sur les autres continents, eux ici étaient laissés sans trop d'interférences. Ils étaient tranquilles et donc ils ont pu progresser avec ce savoir sans qu'il soit trop dénaturé comparativement à ce qu'on retrouve partout ailleurs. Donc, on retrouve une sagesse qui est très ancienne et qui est très précieuse et qui nous ramène à l'origine et qui est notre futur. Cette origine, c'est notre futur. C'est le temps, c'est ce que ça veut dire, le temps cyclique. C'est ça, Tout, quand on a fini de faire le tour, on recommence. on recommence, On et voilà. fait tout le circuit, puis après ça recommence. Parce que tout est axé sur l'éternel. L'éternité, c'est comme ça, hein? On représente l'infini avec ça. C'est le signe de l'infini. Ben C'est oui. parce que nous, les humains, on pense qu'on est extrêmement, extrêmement fiers et très fiers de notre avancement, où on est rendu aujourd'hui. Ouais. Mais on n'a rien inventé. On a été créés, nous. On ne s'est pas créé nous-mêmes. Et il faut retourner à cette source qui nous a créés. Et maintenant, c'est devenu le seul issue possible. C'est un entonnoir, hein, c'est un passage étroit. Et puis, il va falloir s'y mettre. J'en ai Et entendu un qui a dit l'alpha et l'oméga se rejoignent. Oui, Le début exactement. et la fin est le début de nouveau, Ouais. etc. Ouais. Exactement. Le grand architecte qui connaît la fin à partir du début, ben lui, on peut pas lui mentir. Mais il n'y a rien à faire. On doit lui faire face. Ça fait partie, ça, d'un contrat Oui. qu'on a accepté en venant au monde. Et puis, voilà. Alors, François, je te remercie énormément de ces paroles de sagesse que tu nous as transmises aujourd'hui. Beaucoup d'informations, beaucoup. C'était incroyable. Alors, on va continuer dans le club créé. Mais là, je vais parler plus. Je vais t'interrompre Ben même des oui. fois s'il Ben faut, oui, ça là. m'intéresse. Je veux t'entendre. Puis moi, je veux t'entendre. C'est pas moi qui va dévoiler des choses, mais je veux que tu me donnes ton point de vue sur certains éléments de Oui, transformation de la société dans laquelle on va aller. Et oui, c'est sûr que, comme dirait l'autre, dont on parle dans les textes sacrés, c'est comme les douleurs de l'enfantement. La femme qui va enfanter, la terre qui va chanceler, ça fait beaucoup de douleur, mais après que la naissance a lieu, hein, on a parlé de naissance tantôt, ben, on oublie la femme oublie les douleurs, sauf que ben oui. oui et non, là, ça dépend si c'était vraiment très douloureux, mais la nouvelle naissance prend toute l'importance et Ben oui. on aura une nouvelle société. C'est le miracle de la vie qui est capable Oui, de tout guérir, même les pires souffrances. Et oui, d'ailleurs, les mères le montrent clairement que l'amour de leur enfant fait oublier tout le reste. oui, oui. Ben, merci Ouais. beaucoup. Alors, je te souhaite je sais pas si on peut dire un bon solstice, je te souhaite une bonne Saint-Jean. En Belgique, est-ce que ça se fête, la Saint-Jean, les feux de Saint-Jean? Pas à ce que je sache, non. Non? Non, Ah. Alors, c'est pour ça que non. les mondialistes, ils veulent réinstaurer la fête du solstice. Ah, c'est possible, mais il faut que je m'informe parce que j'en sais très peu. C'est ma femme qui est belge qui m'instruit Oui. sur leurs traditions qui sont très, très riches et très complexes. Ah oui, hein, ben oui, c'est ça. Il y a plein de sociétés anciennes qui ont passé par là, puis c'est bon. Oui, Et tu sais oui. toujours pas pourquoi le roi des Belges, on ne l'appelle pas le roi de la Belgique, mais on l'appelle le roi des Belges. Je ne sais pas spécifiquement pour le roi de la Belgique, mais je sais que selon le code du Graal, le roi doit porter allégeance au peuple et non l'inverse, et c'est pour ça qu'on dit qu'il est le roi du peuple. Ah oui, On a, bien dit. dans ce code, on n'apporte pas allégeance au roi. C'est lui qui a une responsabilité envers le peuple et non l'inverse. Et donc, dans ce code qui est très ancien, qui remonte d'ailleurs à une époque très reculée où on a reçu
un savoir très avancé. Ce sont des codes qui nous viennent de cette époque-là. Et d'ailleurs, la royauté vient de cette époque où on a reçu ce savoir. Et, Donc, et je il y vais a un te lien. demander une dernière chose avant qu'on se quitte. Est-ce que, comme De Gaulle, tu fais une différence entre le patriotisme et le nationalisme? Ben oui, parce que la nation, c'est une chose, la patrie, c'est une autre chose. La patrie, ben, Un pour moi, patriotisme, un patriote, on dit c'est un patriote ou ben non, c'est un nationaliste. ouais, ben moi, je suis un patriote parce que la nation québécoise existe déjà. Et tant mieux, le nationalisme, c'est important, mais lorsque la patrie est en péril, alors c'est aux patriotes de la défendre. Et on va retourner sur le chemin des patriotes. Oui, parce qu'ici au Québec, on a un chemin des patriotes, car il y a eu des patriotes qui étaient des gens qui voulaient l'indépendance du Québec il y a une certaine époque. On les appelait les patriotes. Sur le bord de la rivière Richelieu, où je demeure à Mont-Saint-Hilaire, juste en bas, c'est la rivière Richelieu qu'on voit souvent dans les émissions quand on voit la montagne de Mont-Saint-Hilaire. Et le chemin des patriotes nous amène directement à un carrefour des traditions amérindiennes, les Abénaquis, les Algonquins, le Wigwam Adensis. C'était l'ancien nom que portait la montagne de Mont-Saint-Hilaire, Wigwam Adensis. Wigwam, une maison, hein, un wigwam. Adensis, de ceux qui viennent du ciel. Merci encore, François. Au plaisir, Richard, et puis on pourra avoir un dialogue plus soutenu dans le club créé. Parfait. C'est un rendez-vous à tout le monde. Alors, je demande, comme à l'habitude, à notre chère Geneviève Spirale de lancer le générique où on retrouve Wigwam Adensis et les gens qui représentent à la fois les anciens peuples et les colonisateurs français, habillés à l'époque. Bonne semaine et à bientôt et bonne Saint-Jean. À Mont-Saint-Hilaire, à la croisée du chemin des Patriotes et de la montée des 30 Braves, nous conduisent directement à la maison amérindienne. Français? Oui, les habits rouges, eux autres, parlent pas français. Vous dites ça vite comme ça, les habits rouges, parce que nous, de notre côté, les troupes irlandaises et les troupes suisses sont rouges. Pour un voyage dans le temps, samedi le 19 juin 2021 pour ce Vidéorandia numéro 25. Et cette fête continue le 20 juin, qu'on se le dise. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les jotéristes du Nouveau Monde. Notre invité, M. François Chartrand, patriote, chroniqueur. Il y a de plus 1 heure supplémentaire pour les abonnés au club créé du mois de juin en privé. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible, le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. Recherchiste Louis Ferland, à la régie Geneviève, bien connue sous le nom de Spirale. Et le concepteur du nouveau site du club créé, François Deschamps. Dans le club créé, justement, de ce mois de juin 2021, dans la salle 06, il y a déjà les 4 rencontres que nous avons eues au cours du mois de juin, avec ces invités que vous reconnaissez sûrement pour les Vidéorandia numéro 22, 23, 24 et 25, qui sont ajoutés habituellement le mercredi qui suit la diffusion du Vidéorandia. Prenez bonne note des adresses ici mentionnées. Pour le club créé, orandia.ca. Pour le site régulier d'ésotérisme expérimental, ésotérisme-exp.com et le forum orandia.com. Merci d'être abonné au club créé. Au plaisir et bonne semaine. Bonne Saint-Jean.